bonjour ou bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle radio libre. Euh, Vous êtes les bienvenus. Je suis Virgile Abondanza et je suis toujours en bonne compagnie avec la merveilleuse, C'est incroyable. l'incroyable, la Merci. sublime. Oh là là, Bah, c'est Alicia trop. Jovin. C'est Exactement. moi. Salut tout le monde. Plusieurs intervenants de qualité, comme d'habitude. Des intervenantes spécialement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut Ah, dire que on s'est mis un peu sur notre, comment on appelle ça, sur les enjeux féminins aujourd'hui? Je ne sais même pas de quoi on va nous parler, mais je sais que c'est surtout des intervenantes qui ah, vont venir. Tu es merci. contente? Je suis très contente. Quand c'est une femme qui prend la parole, forcément, ça captive, tu vois. Donc, voilà, c'est bon. C'est C'est vrai. bien. Non, mais en plus, il y a un sujet important sur le handicap et sur la place des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à dire. Et notamment peut-être en période de confinement, c'est d'autant plus compliqué de trouver sa place. Je saurais pas trop si je m'égare ou si je dis des bêtises. Qu'est-ce que tu en Non, penses, toi, Alicia? bah, disons que le confinement, ça favorise le rapprochement, mais au sein d'un même groupe, d'une même famille, dans une même pièce. Et si pour certains c'est vraiment un bonheur, bah, pour d'autres ça n'est pas forcément. Et du coup, on a vu quand même une montée des chiffres de violences faites aux femmes et aux enfants dernièrement. Alors, femmes égale pas forcément violence, mais en tout cas, c'est bien d'en parler et c'est bien de donner la parole aux femmes aujourd'hui. Pourquoi pas, si elles sont là, on les écoute sur tout ce qu'elles ont à nous dire autour du confinement et puis comment elles vivent les choses. Je pense que ça va être super intéressant. Alors, par qui on commence? Allô? Ah, Ah, bonjour. bravo! Bonjour Virgile. Hello. Bonjour. Eh ben, écoute, on va commencer par le traditionnel de cette radio libre. Je vais te proposer que tu te présentes, euh, que tu nous donnes donc ton prénom, euh, d'où tu viens, où tu es confiné, et accessoirement, si ça ne te dérange pas, ton âge. Alors, oui, tu me parles à moi, Virgile. Tu parles à Claudie. Exactement, exactement. Ok. Non, je pensais qu'il y avait une autre personne aussi. C'est Non, sûr. Euh, oui, il y a Alicia qui est avec nous et c'est d'accord, ma co-animatrice. très bien. Donc, Claudie, hein, je suis nantaise, j'ai 49 ans, j'ai la profession de formatrice dans le champ du handicap et aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu d'expertise d'usage, tout simplement. Ok, Et d'autres sujets aussi. ouais, tu es confiné à Nantes aussi, c'est ça? Près de Nantes, à Rezé tout précisément. Mais ça Ok. touche Nantes, hein. Enfin, c'est vraiment la métropole vraiment qui touche le centre-ville de Nantes, tout simplement. C'est technique, tout de suite, tu te lances dans un sujet. Alors, tu m'as parlé d'expertise d'usage. Euh, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Comment on définit ça? Alors l'expertise d'usage, c'est des savoirs, des connaissances qui sont acquises dans une pratique. Et dans le champ du handicap, on a cette connaissance parce que on pratique tous les jours. On pratique sur une partie de connaissances sur l'accessibilité, sur des aides techniques, sur beaucoup de savoirs en fait. Donc c'est ça l'expertise d'usage, c'est une pratique de savoir, de connaissance. Ça me Tu parles. rappelle un peu l'intervention d'une personne il y a quelques jours, mais du coup, on aimerait bien savoir plus ouais, sur les différentes formes que ça peut prendre. T'en penses quoi, toi, Virginie? Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'intéresse parce que tu parles du coup de savoir technique. Oui, En oui. quoi, en fait, c'est des savoirs si particuliers et en fait, ouais, quelle forme ça peut prendre et qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces savoirs? On les garde pour soi, on les met dans ses chaussures. Et, eh bien, le but d'une expertise d'usage, c'est aussi la faire partager.
Si on est dans un besoin d'accessibilité sur, je sais pas, un lieu public, un restaurant, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir délivrer un petit peu de nos connaissances à d'autres personnes qui sont dans un besoin peut-être de regain d'autonomie ou qui savent pas trop comment s'y prendre parce que en fait s'ils ont été victimes, admettons, je prends l'exemple victime d'un accident hein, de route, peu importe, où la personne va être en situation d'avoir une aide technique comme un fauteuil manuel, on va prendre le plus simple. Et bien, quand on se trouve en centre SSR, on n'a pas forcément, c'est des soins de réadaptation de suite, voilà, pour préciser un petit peu. On va tomber dans une équipe soignante qui va être là juste pour vous donner des généralités. Si vous avez besoin, admettons, de parcourir la ville avec un fauteuil que vous avez du mal à appréhender, eh ben, c'est sur cette expertise d'usage qui va prendre forme. Quelqu'un va pouvoir lui aussi en fauteuil manuel le guider dans la ville et puis lui montrer un petit peu les astuces de franchissement, ce que font déjà les établissements de réadaptation, mais pas dans un quotidien, parce que c'est irréalisable. Donc cette expertise d'usage, elle peut servir aussi à des personnes qui sortent tout simplement du cadre de soins. L'expertise d'usage peut être aussi sur des aides techniques, comme, je sais pas, moi, la création d'un, vous avez besoin d'un porte-gobelet, ce genre de choses. Ça va être des fabrications dans des Fab Labs grâce à des aides d'imprimantes 3D. Voilà. Ça fait partie aussi des savoirs de cette expertise d'usage qui permet aussi voilà, parce qu'on a la pratique, on peut la transmettre aussi à d'autres. Et en allant plus loin dans l'expertise d'usage, c'est des savoirs sous des concepts aussi qui s'appellent la paire aidance ou le soutien voilà, à d'autres, tout simplement. Et justement, il y a quelques temps, on avait évoqué avec Julia, je crois, le terme de paire aidance. On était passé dessus. C'est quoi la différence du coup entre l'expertise d'usage et la paire aidance? Alors, l'expertise d'usage, moi je vais donner un exemple. J'ai fondé mon entreprise sur cette base-là. Ça veut dire que c'est des savoirs dans des pratiques que je fais tous les jours. Je vais pouvoir emmener mon expertise sur un sujet précis, des connaissances précises que je vais délivrer dans un parcours d'accompagnement. Tandis que la paire aidance, en fait, enfin, c'est un concept généralisé, hein, la paire aidance. Il y a beaucoup d'autres concepts sous couvert. Qu'est-ce qu'on entend dans père? Père, c'est celui qui soutient. C'est la personne aussi qui est semblable à l'autre, dans des termes plus précis sur le handicap. L'aidance, si on découpe les mots, c'est tout ce qui est soutien, accompagnement et aide. Donc, les deux, la paire aidance et l'expertise d'usage vont pouvoir se compléter, mais ont aussi leur spécificité, leur propre spécificité. Je ne sais pas si j'étais assez claire, Alicia. Moi, ça me Voilà. parle bien. Si je voulais reprendre un petit peu ce que tu disais, Claudie, pour moi, du coup, l'expertise d'usage, ce serait en fait un morceau de la paire aidance. On peut dire que l'expertise d'usage a ce côté assez technique, un peu spécialisé, comme tu disais, bah voilà, ça Oui, peut être une personne qui va être en centre de réadaptation oui, et qui du coup va avoir besoin de sujets très techniques comme pour manipuler son fauteuil ou alors un porte-gobelet. Alors oui. que quand tu parlais de paire aidance, j'avais l'impression que tu parlais d'un sujet beaucoup plus large, d'un sujet qui est vraiment où on soutient et du coup on soutient entre pairs. Mais alors le soutien, ça peut passer par plein de sujets.
Tout à fait. Ça peut être aussi des sujets d'un accompagnement sur des projets de vie, tout en le personnalisant et on va pouvoir apporter de l'expertise d'usage aussi en complément. Si on a des besoins dans une structure, en tant que père, un PAIR, on peut intégrer, on peut intégrer une structure. Je prends l'exemple d'une structure médico-sociale hein, parce que c'est plus simple, où il y aura un professionnel qui va être en demande ou peut-être en perdition parce que il aura besoin d'une tierce personne qui va pouvoir faire le relais dans un parcours d'accompagnement d'un usager ou d'un client. Et cette personne, en fait, va gagner en autonomie grâce au père qui le soutiendra dans son projet. Il l'aidera dans sa construction par ses savoirs, par ses comment oui, il peut dire si la personne, admettons, elle veut faire du jardinage, et puis elle ne s'en sent pas du tout capable. Donc le père va être là pour l'encourager à aller jusqu'au bout de son projet. Donc ça va être un soutien aussi, un motivateur. Ça va être celui qui va coacher, qui va booster. Donc c'est un facilitateur. Tandis que le professionnel, il va être toujours là, mais il va l'aider sur cette partie technique de réalisation. Donc peut-être qu'on va faire amener comment on appelle ça, pas une jardinerie, mais quelqu'un peut-être qui travaille dans une jardinerie ou dans un jardin collectif, peu importe, pour lui expliquer un petit peu les rudiments du jardinage. Voilà, ou peut-être qu'on va organiser aussi avec la structure la visite d'un jardin collectif où il va pouvoir aussi jardiner tout simplement. Voilà, voilà, c'est d'avoir ces connaissances. En fait, voilà, la paire aidance, c'est ça aussi, c'est de soutenir un regain d'autonomie, mais en considérant les capacités aussi des personnes. Et ça, c'est important. Et si, du coup, si je résume un tout petit peu, enfin, tout est hyper intéressant et je sens qu'on peut vraiment aller plus loin avec la notion d'expertise, en fait. Le terme expert, déjà, est assez fin, assez précis, mais du coup, si je résume un tout petit peu, est-ce qu'on peut dire que l'expertise d'usage, c'est la matière, l'outil de travail du père aidant? C'est une des matières. Parce qu'il y a aussi ces savoirs aussi de son parcours de vie dont il va pouvoir prodiguer, transmettre à l'autre. Donc c'est pas que sur aussi une partie technique, mais c'est aussi sur son expérience de vie. D'accord. Qui va l'aider, qui va venir en renfort quelque part. Ça va conforter un petit peu aussi dans le projet de la personne. D'accord. Et Ouais, vas-y, je t'en prie. ouais, non, dans ce sujet, il y a un point qui m'intéressait beaucoup. Cet exemple du jardinage, il est euh, assez intéressant pour son côté pratique et on comprend bien comment l'établissement peut créer ça et du coup, on va dire les freins qu'il pourrait y avoir en disant bah non, mais peut-être qu'il ne va pas aller au bout. Le côté professionnel qui fait que du coup, sans un père, sans ce côté, je te fais découvrir vraiment cette passion et en tout cas, je te la fais découvrir à l'intérieur de toi, je te la fais naître et je t'aide à du coup aller jusqu'au bout du projet. Où on voit bien l'enjeu. Nous, on avait un exemple là, il n'y a pas si longtemps, d'une jeune fille qui, son projet, c'était, elle était en foyer. Elle voulait aller en boîte, mais elle était dans un foyer, donc elle était assez jeune. Enfin, elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années, et elle était en foyer qu'avec des personnes beaucoup plus âgées. Et elle n'arrivait pas en fait à croire à ce projet ou à se dire, bon, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de faire. Parce que derrière, il y avait ce rapport des professionnels qui aussi disaient bah non mais c'est pas un truc qu'on peut c'est pas un truc qu'on peut créer, c'est pas un projet qu'on peut mettre en place et en plus nous en tant que pro faut pas qu'on s'investisse émotionnellement, du coup faut pas qu'on se retrouve avec toi en boîte ou quoi que ce soit
Est-ce que tu vois un sujet là-dessus aussi, du comment un père il pourrait intervenir là-dedans, que ce soit pour cette problématique d'une personne un peu isolée au niveau de l'âge, mais aussi du côté professionnel, ben non, nous, on va pas s'investir parce que c'est compliqué émotionnellement, on est pro, quoi. Mais pourtant, c'est des expériences de la vie de tous les jours, quoi. Alors, Complètement. Ouais. Quand on a 20 ans, ça paraît Voilà. le Et club, quoi. d'où l'intérêt du père aussi, qui va, lui, je vais pas dire faire l'équilibre, parce que il n'y a pas de certitude sur la réussite de cette réalisation, mais c'est déjà pouvoir le permettre, c'est déjà quelque chose, une avancée. Et de convaincre aussi le professionnel à adopter peut-être lui aussi une autre posture. Le père, il va être là dans une triangulaire pour aider également le professionnel à, 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 à faire émerger les souhaits de la personne, parce qu'on est là pour le regain d'autonomie, pour retrouver du plaisir, tout simplement, dans ce qu'on fait. Donc, il va falloir aussi emmener les choses pour que le professionnel soit capable de faire cette mise en place technique. Alors là, Et c'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus parce que moi, je suis pas du tout calé sur ce sujet. En fait, je sais que Alicia, toi aussi, tu as des infos sur ce point. En fait, en quoi le pro, il est bloquant ou il faut vraiment faire de la médiation auprès de lui pour que il accède à cet idéal de se dire, ah ouais, la personne a des projets de vie, ah ouais, en fait, elle veut aller en boîte, ah ouais, elle veut faire du la jardinage. notion Pourquoi il faut faire de la médiation? Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi le blocage en fait? sur la notion de plaisir, surtout, ouais. Ouais. alors, je sais pas, Alessia, tu veux répondre Je t'en prie, je voudrais avoir ton point de vue, mais je voulais juste compléter ce que disait Virginie, parce qu'effectivement, elle disait comment le pro peut être bloquant. Et comme tu as prononcé le terme plaisir, c'est vrai que dans Non, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on l'entend pas souvent. Donc, du coup, non. on peut initier Oh, le professionnel à accompagner vers le plaisir, justement. eh ben, en fait, on va tenter pas de modifier, mais de montrer au professionnel qu'il peut lui aussi adopter une autre posture, moins formatée. Ça va être aussi une réalisation d'un projet. Ça peut être aussi un projet collectif qui va pouvoir émerger aussi au sein de la structure par le biais d'un premier projet personnel. Donc, il y a un intérêt de retisser toute cette relation entre relation de confiance, hein, je parle, entre le professionnel, parce que il va devoir lui aussi quelque part se remettre en question, mais pas contre sa direction, parce que il n'est là que dans un service, donc il a quand même une direction au-dessus de sa tête. Mais c'est à lui aussi de se dire, bon, allez, on y va, on fait, parce qu'il y a une idée là qui peut être géniale et que on va se donner les moyens de le faire. Donc, c'est donner, susciter aussi l'envie aux professionnels de susciter des prises de risques. Et Ouais. il faut en prendre. Et par le biais du père, quand il est intégré dans une structure, c'est que le père va être là aussi pour montrer aux professionnels que tout peut se passer le plus simplement possible. C'est d'avoir une accessibilité aussi à s'ouvrir au-delà de contraintes structurelles, de se repositionner, de se poser la question, mais comment on peut faire justement en allant voir dans d'autres réseaux. Le père peut susciter ça aussi chez le professionnel à ce que le professionnel aille chercher des ressources ailleurs. C'est ça, Alors, je vous voilà. donne beaucoup d'éléments dont vous parlez, voilà, d'accompagnement, de ressources professionnelles, de personnes, de pères aidants, d'expertise d'usage. Et bien conscience que tout ça, ça concourt évidemment à accompagner les personnes d'une manière un petit peu différente, un petit peu innovante aussi. Mais est-ce que vous auriez des exemples précis, sans forcément nommer les personnes, mais des exemples de projets que vous avez Alors,
En fait, pour Alors, comprendre bien la différence entre tout ça et comment tout ça concourt, c'est-à-dire, quand vous nous dites, ben, on initie les professionnels à ces notions-là, est-ce que ça veut dire que l'expert d'usage forme les professionnels ou est-ce que c'est le père aidant qui forme les professionnels? J'ai du mal, du coup, à saisir la différence. l'expertise d'usage, c'est quelque chose qu'on va apporter en connaissance. Ça veut dire que le père, lui, va apporter une nouvelle façon de travailler aussi au sein des structures. Donc, on va chercher une ressource qui a des capacités et pour les faire, les valoriser, ces capacités, eh ben, il faut un statut. Donc, c'est pour ça que le père, en fait, va jouer son rôle. Dans les expertises d'usage, c'est des termes aussi généraux, comme la pérédance, comme je le disais tout à l'heure. Pour prendre des exemples en fait de ce que peut faire aussi un père, bon, on a parlé du jardinage tout à l'heure, mais le père peut faire aussi émerger à la structure des projets comme un Fab Lab. C'est un laboratoire où on va avoir un local avec des personnes qui auront des projets euh, et on va pouvoir travailler sur des imprimantes 3D. Donc tout ça, ça crée aussi du lien, ça crée une modernité dans la structure, ça crée des nouveaux projets et ça crée une mobilisation des personnes, des usagers, du père qui sera là aussi pour pas superviser mais accompagner aussi cette personne qui a des besoins parce que il y a des personnes qui n'ont pas ces aptitudes à aller vers les autres. Donc il va être là voilà pour soutenir aussi pour le booster et le professionnel lui dans sa réalisation, ça va être faire une émergence de quelque chose qui va être pérennisé parce que quand on crée un Fab Lab pour créer un outil à base d'une imprimante 3D, et ben ça va faire émerger d'autres projets d'autres collectivités sur d'autres collectivités parce que tout ce qu'on construit avec une imprimante 3D sur des petites aides techniques va être en open source. Ouais, Donc, ce sera accessible à tous. Et voilà. Et en fait, tous ces ingrédients et tous ces termes un peu barbares qu'on parle, l'expertise d'usage, c'est grâce aussi à tout ça qu'on peut faire émerger beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'autour de tous ces concepts, il y a plein de noms, mais qu'est-ce qui rejoint tout ça? C'est le savoir. C'est le savoir parce qu'on va pouvoir transmettre un savoir, tout simplement. Si tu me permets, ouais, Claudie et Alicia, euh, de ce que je retiens, en fait, il y a vraiment ce savoir qui est unique, qui fait qu'on ne peut pas le retrouver sur Internet, qui fait qu'on ne peut pas le retrouver même à travers une vidéo, qui fait que en fait, c'est par l'humain aussi qu'on arrive à débloquer des situations et qu'on arrive, et j'ai beaucoup aimé en fait ce que tu as dit par rapport aux professionnels, à faire passer cette idée que la personne ait une passion, que la personne ait envie de réaliser un projet, ne soit pas une prise de risque, mais soit un bénéfice pour l'établissement et que ce soit quelque chose qu'on puisse valoriser plus tard en fait. Tout Et à ça, fait. je pense que c'est comme tu le disais, une histoire de mentalité, une histoire en fait d'invention du professionnel qui se réimagine, qui se réinvente en disant ah oui, ok, là je dois travailler sur moi. Ce que je voyais comme une prise de risque, en fait, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose qui apporte de l'open source, qui Voilà, apporte des solutions et tout qui à fait fait. que je ne peux pas aller juste chercher sur Internet, aller voir dans un bouquin. Non, c'est le savoir unique de la personne qui arrive, qui amène avec elle tout son bagage et qui amène avec elle en fait toute cette dynamique qui insuffle en fait dans l'établissement. Voilà. Et j'y vois Et, beaucoup plus clair. et pour finir sur l'expertise d'usage, jusqu'où on peut la compléter, il m'est arrivé une petite
comment dire, anecdote où je devais prendre un train, je devais prendre un bus pour aller prendre un train très très tôt le matin à 7 Ah, heures. les histoires de train et les Et que, handicapés, c'est toujours une non, histoire, ça. mais là c'est encore pire que ça. Non, c'est pas pire que ça, mais en fait, on va parler justement de l'expertise d'usage, du comment on va pouvoir aussi évoluer là-dedans, même quand on est savant quelque part. Ça veut dire que il y a une ligne de bus, il y a un affrètement de bus qui a été changé pour des besoins financiers hein, de la ville. Donc, ils ont enlevé le bus qui était auparavant et que les quais ont été aménagés par rapport à ces bus-là. Ils en ont remis d'autres et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, le bus était plus élevé que l'autre et que l'accès de la rampe, en fait, elle était trop inclinée. Et pire encore, le seuil pour franchir, pour rentrer dans le bus, et ben, mon fauteuil avait basculé en arrière. Donc, danger. Ah, Voilà. Et pour compléter l'expertise d'usage, cette validation de cette ligne a été validée par un comité d'accessibilité, donc 3 personnes en fauteuil. Sauf que celle qui a validé, elle se trouvait en fauteuil manuel. Or, moi, mon fauteuil électrique, qu'est-ce qui se passe si j'ai trop de pente? Il se met en sécurité, il recule et je bascule. Donc, en fait, l'expertise d'usage, c'est aussi ça. On a son savoir en étant une personne en situation de handicap, mobilité réduite. Et c'est pas parce qu'on a ce savoir qu'il faut pas aller chercher non plus d'autres. Donc, il va falloir penser un petit peu à aller chercher toujours à presque se former, je dirais, quelque part. Et c'est grâce à ces petits inconvénients qui finalement bousculent la vie d'autres personnes en situation de handicap parce que je n'ai plus pu prendre ce bus, ni pour aller au train parce qu'en plus, prendre le train parce que cette voie de Ah bah bus, oui. il y avait l'accès PMR en gare sud, donc Bah oui. il fallait que je prenne 2 transports, me lever 1 heure plus tôt, et pire encore, je ne pouvais plus aller faire mes courses à la boutique d'à côté. Donc voilà, c'est pour dire que l'expertise d'usage, même si on a des connaissances et des pratiques, eh ben c'est comme tout, il va falloir toujours réapprendre, tout simplement. Voilà ce qu'on peut rajouter sur l'expertise d'usage. très rapidement, Ouais, j'aurais une ça dernière, boucle bien. pardon, vous me permettez très Je t'en rapidement, prie, je t'en j'aurais prie, une je t'en dernière prie. question, parce que Claudie, je me suis permise de faire un petit tour du coup sur Internet, Oui, et je vois que vous faites pas mal de choses, vous êtes artiste, c'est ça, vous êtes artiste, vous êtes... oui, je suis artiste peintre également. Alors j'ai plusieurs fonctions. Je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Prison Justice 44. Je vais Ah, dans les prisons. Je suis la seule en France, en étant en personne à mobilité réduite, à rentrer dans une enceinte d'établissement carcéral. d'accord, Je bravo. délivre, voilà, des ateliers loisirs au quartier des femmes. Je suis également artiste peintre parce que pour moi, faire valoriser aussi l'art quand on est en situation de handicap, eh ben, il faut aussi la montrer au grand public. Et lors de mes actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, je m'adresse à des scolaires de 4e et de 5e et ben, je leur montre tout simplement par un petit atelier. J'ai des poids que j'ai piqués à ma kiné et je leur mets sur comment dire, les, euh, les poignets et je leur dis, bon, bah, on va mettre encore un petit peu plus de poids sur les poignets parce qu'ils se demandent comment moi, personne qui est porteuse d'une myopathie, j'arrive à peindre des tableaux d'1,50 m. Donc, c'est assez hallucinant et leur faire prendre conscience aussi de ce que c'est le handicap parce que porter une bouteille, porter un objet, on peut expliquer la difficulté, mais il est difficile de la montrer et de la faire ressentir. Donc, j'avais eu l'idée, lors de ces ateliers, de mettre des poids au fur et à mesure sur leur poignet et d'essayer d'utiliser le pinceau et de peindre sur la toile. Et ben, ils me disaient que c'était très compliqué. Les pauvres, tu les as torturés, ces pauvres Et petits.
Oui, parce que j'étais jusqu'au bout en fait de mon atelier et de cette explication. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on a des limites, certes, mais on va au-delà de ces limites. Oui, parce que effectivement, là, ça peut être un très bon vecteur justement de sensibilisation, de partage et de motivation aussi. Et, Mm. euh, et je me posais la question du coup parce que vraiment, par votre intervention, vous nous avez fait du bien, vous avez abordé ces notions d'art, comment dire, de plaisir, de jardinage. Et ça, c'est des choses un petit peu qu'on a tendance à considérer comme accessoires ou secondaires dans la vie des personnes en situation de handicap, alors que pas du tout, et vous le disiez très bien tout à l'heure. Mais la question, justement, c'était ça, est-ce que si on a des auditeurs qui se disent, bah tiens, moi j'aimerais bien justement être un peu accompagné, être un peu conseillé, ou j'aimerais bien qu'on vienne motiver un peu les professionnels pour m'accompagner à des Voilà. activités artistiques, etc. Est-ce que vous, vous pouvez leur prodiguer des conseils à ce niveau-là? Dans Alors, l'art, a- a- c'est absolument, absolument, je l'ai fait déjà régulièrement. Donc, non, non, moi, je suis toujours dans le partage en fait, et, euh, et c'est ce qui fait aussi cette richesse, cette diversité de rencontres de personnes qui ont aussi peut-être un handicap beaucoup plus lourd que le sien. Et alors, donc, je me super. dis, on ne doit pas s'arrêter à ça, on doit retrouver un petit peu l'essence des réalités. Sentir des fleurs quand on fait du jardinage, ça fait du bien. Voir des Ouais, couleurs, ça fait du bien. Et en fait, c'est toute cette projection, en fait, ça peut être des introspections, un retour à soi, ou se dire, mais c'est quoi l'essentiel aussi dans la vie? Alors ouais, peut-être faire redécouvrir aux gens le plaisir du regard tout simplement, de ce qu'on éprouve quand on regarde par exemple un tableau. Souvent, enfin j'ai fait 2 expositions et le retour a été que c'était du bien-être parce que je peins des couleurs qui vont faire émerger du bien-être, comme le vert, c'est reposant, c'est voilà, c'est tout ça. Moi, super. voilà, dans mon quotidien, c'est vraiment l'amour aux autres, tout simplement. Que je n'ai pas de retour, pour moi, ce n'est pas l'importance. L'importance pour moi, c'est vraiment de délivrer quelque chose, des savoirs, délivrer aussi qu'on peut être dynamique, même en ayant un handicap, et que même si on a des petites capacités, eh ben on en a quand même. Donc Exactement. voilà. Bon, merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, on vous mettra un lien vers une page à propos de l'art de Claudie et de son envie de partager Voilà. avec les autres et l'amour aux autres. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez me retrouver, si vous tapez sur Internet Claudie Vigie, expertise Voilà. d'usage, vous allez retrouver euh, mon site Internet professionnel. Ouais. Euh, et si vous tapez jao.fr, On euh, vous mettra on leur mettra les liens, comme ça ils iront voir. voilà, on mettrait les liens. On Et mettra tout en puis, description. voilà, ça va vous permettre de découvrir un petit peu l'art, comment il est vu par la personne en situation de handicap et comment elle le projette aussi au grand public pour faire émerger un petit peu ses connaissances, mais c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas de limite aussi dans l'art, tout simplement. Oui, Frida Kahlo, hein, notre bonne amie. Mais c'est une de mes artistes, voilà. Je trouve qu'elle a fait passer beaucoup de messages. Oui, C'est quelqu'un qui était révolté, qui avait une dynamique vraiment en elle euh, et qui a vécu, voilà, beaucoup de souffrance, mais qui a pu faire aussi son public, tout simplement, parce qu'on peut aimer Frida et ne pas aimer. Et c'est aussi s'autoriser à ne pas être aimé aussi, que c'est pas grave. C'est merci, vrai. merci, merci beaucoup, Claudie, pour ton intervention. Elle était pleine d'amour, pleine de partage, pleine de douceur. Merci. Je sens que c'est vraiment les choses qui te touchent. En tout cas, ça correspond bien à ton univers, cet univers de partage. Je pense que ce soit dans ton art,
bénévolat auprès des prisons ou dans cette expertise d'usage et cette pair accompagnement. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. Tu es là bien revenu. Je pense qu'on a encore plein de choses à dire. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète sur l'art, Frida Kahlo et la peinture et l'intérêt justement pour se faire plaisir dans le handicap et pour se révéler, pour soi-même s'inventer et se redéfinir. Je pense que y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais on en fera toute une émission. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Très bien. Merci. Au revoir. Ciao.